Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Philippe Lelouch. Bonjour. Bonjour. Alors tout le monde connaît l'acteur, le réalisateur, le scénariste, l'animateur de télévision, le chanteur, l'humoriste et aussi l'auteur de théâtre qui collectionne les pièces à succès, une vingtaine de films aussi à votre actif en tant que comédien, 4 comme réalisateur, une quinzaine de rôles de comédien au théâtre si je ne me trompe pas, et après le jeu de la vérité 1 et 2, l'appel de Londres, le siècle sera féminin ou ne sera pas, l'invitation, tout à refaire, les grandes ambitions. Vous produisez actuellement, et puis j'en passe, vous produisez actuellement au Théâtre de la Madeleine, dans le Tourbillon, une pièce de Francis Weber. Alors vous faites donc du cinéma, de la musique, du théâtre, de la musique, j'ai déjà dit. D'où vous vient cette boulimie, Philippe Lelouch? Oui, vous avez raison, c'est peut-être de la boulimie, mais je pense surtout que c'est le même ressort. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est raconter des histoires. Donc j'aime bien raconter des histoires. Donc en fait, quand une chanson c'est une histoire, un film c'est une histoire, une pièce c'est une histoire, etc., etc. Donc je pense que tout ça fait la même. Et d'ailleurs, j'ai même commencé mon métier en étant journaliste. Vous savez de quoi je parle? C'est aussi raconter des histoires. C'est aussi raconter des histoires. Donc en fait, ça fait partie, je crois, du même ressort. Donc il y a quelque chose de commun entre tous ces métiers, si on peut parler de métier. Oui, c'est ça. C'est parler. Peut-être que j'avais. Je sais pas, peut-être qu'il fallait que je dise des choses, ou j'ai des choses à dire, peut-être pas toujours intéressantes d'ailleurs, mais voilà, non, enfin, ça fait partie de ce que je sais faire, en tout cas. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous aimez justement le plus faire? C'est le cinéma ou le théâtre? C'est être filmé? C'est diriger un tournage de film, être sur une scène de théâtre? Ou encore animer une émission de télévision? Alors, ça évolue beaucoup, parce que je pourrais vous dire que j'aime tout ça à la fois. J'ai évidemment une grosse préférence pour le théâtre, parce que c'est quelque chose de magique, le théâtre. Parce que vous avez le public en face de vous. Parce qu'il y a le public, parce que c'est sans filet, parce qu'on voit tout de suite l'impact de ce qu'on raconte. Donc c'est mon vrai métier. D'ailleurs c'est le vrai métier des acteurs. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est l'acteur. Évidemment, fallait que ça arrive. Donc c'est vraiment c'est vraiment le vrai métier de comédien pour moi, c'est le théâtre. Après, diriger des acteurs a tendance à prendre le pas sur moi-même acteur. J'adore ça. J'adore indiquer à un acteur ce qu'il doit dire, comment il doit le dire, ou en tout cas des fois, il le dit mieux que je l'avais pensé, donc l'orienter sur la façon de le faire. Enfin, voilà, la direction d'acteur, c'est assez fascinant quand même. Voilà. Et alors, à la différence des États-Unis, vous êtes un artiste qui touche à tout. C'est très rare en France. Ça vient plutôt des États-Unis, ça. Ouais, c'est vrai, mais ça commence à se faire. On voit de plus en plus de chanteurs passer comédiens, de comédiens passer chanteurs. Ça y est, on y arrive au mélange des genres. Mais c'est vrai que moi, mais vous savez, je crois qu'en fait, c'est le public qui décide. Et quand on fait les choses sincèrement, ce qu'il faut pas, c'est prendre les gens pour des gens bons. Moi, j'ai horreur de ça, de faire des trucs où on se dit, bon, bah là, il fait ça pour le fric, ou il fait ça parce qu'il faut le faire, etc., etc. Je pense que quand le public vous reconnaît légitime dans ce que vous fabriquez, alors il adhère, et ce qui vous permet de continuer. Moi, j'ai cette chance-là, effectivement, d'avoir pu passer de la télé au cinéma, au théâtre, et que les gens s'en offusquent pas, et j'en suis ravi. Mais ils ont raison, parce que je le fais pas pour de mauvaises raisons. Et alors, c'est quoi chez vous? C'est de la volonté de se mettre en avant, de vous mettre en avant, de mettre en avant des artistes, puisque vous les mettez en scène, ou d'aller vers l'autre, vers le public? Je crois qu'il y a forcément, ce serait ne pas me respecter que de me mentir. Il y a forcément une mégalo au départ. Ouais. Vous êtes un mégalo? Probablement, mais pas tant que ça, parce que par exemple, je déteste me regarder quand il y a des projections de films dans lesquels je joue, etc., ou des émissions de télé. J'aime pas me regarder. Souvent, je ne me regarde pas d'ailleurs. Vous voyez, par exemple, alors ça, c'est un peu par manque de temps, mais Simone. L'extraordinaire film sur Simone Veil fait par Dahan, j'ai joué dedans, je joue Klarsfeld et je l'ai pas encore vu. Vous voyez, donc je me précipite pas à aller me voir. Je suis pas un adorateur de mon image, loin de là, parce que j'ai tendance à me voir comme les autres me voient pas même. Mais je pense que si je suis tout à fait sincère, qu'au départ c'est une défense. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est je me montre pour ne pas être attaqué. Voilà. Et alors, vous avez mis aussi en scène un certain nombre d'artistes. Matt Pokora, Estelle Lefébure, Gad Elmaleh. C'est plus facile de jouer ou de mettre en scène, de faire jouer des autres? Bon, c'est deux métiers différents.
Mais moi, j'aime les deux. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est vraiment ce que j'aime. C'est les deux. C'est-à-dire jouer et diriger, c'est génial parce qu'on joue puis on s'arrête. C'est un peu schizophrène, mais on doit jouer mais participer au bon fonctionnement de l'histoire et diriger les autres, c'est super aussi parce qu'on arrive à obtenir d'un acteur et souvent il vous en est très reconnaissant. Des choses auxquelles parfois il n'avait pas pensé. Donc il y a aussi quelque chose de magique là-dedans. Il y a une vraie satisfaction quand tout d'un coup l'acteur dit t'as raison, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est vachement bien. Et c'est magique le tourbillon, la scène, la pièce dans laquelle. Ce qui est magique déjà, c'est Weber. Voilà, c'est Weber. Quand Weber vous appelle après avoir fait tourner tous ses illustres et qui vous dit je pensais à toi pour le premier rôle, c'est magnifique. Voilà, il y a quelque chose de, c'est mon idole, c'est un maître de la comédie et qui a été le mien. Donc c'est actuellement au Théâtre de la Madeleine. C'est actuellement au Théâtre de la Madeleine tous les soirs. Le Théâtre de la Madeleine, c'est un théâtre fétiche. C'est devenu mon théâtre fétiche parce que j'en ai la direction artistique. On m'a confié ça il y a 6 ans ou 7 ans maintenant. Et que c'est le théâtre de Guitry. Voilà. Donc, voilà, 24 C'était 25 pièces. ans, le théâtre de Guitry. En tout cas, il y a joué 24 pièces. Donc, c'est pas mal. Ouais. Et puis, c'est un merveilleux théâtre. Et évidemment que maintenant, je me sens un peu à la maison dans ce théâtre. Ouais. On le sent quand on va vous voir, on vous voit sur scène. Ah oui? Vous êtes chez vous? Ah, c'est gentil, merci. Dans ce décor. Ouais. Un seul décor d'ailleurs pour toute la pièce. Un seul décor, ouais. Un seul décor. Et puis tous ces artistes autour de vous, vous êtes chez vous. Ouais, bah merci. Merci le maître de maison. Et d'ailleurs, au cinéma, comme théâtre, vous préférez les rôles de gentils ou les rôles de méchants de sale type? Bah, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Ouais. On me voit pas comme un sale type. Ouais. Alors j'imagine que c'est un compliment. Mais parce que peut-être que des fois on vous confond avec votre frère, Gilles. Alors ça nous arrive qu'on nous confonde, lui et moi d'ailleurs. Il y a des fois sur les réseaux sociaux, il y en a qui envoient des messages à mon frère qui me regarde et réciproquement. Mais dans tous les cas de figure, quand on me parle de mon frère, c'est souvent pour m'en faire des compliments. Donc il doit vous dire que je suis ravi. Non, oui, de toute façon, on est deux à faire ça, c'est assez étonnant. C'est rare, hein? Ouais, c'est très rare. Et puis, d'où ça nous vient? Ouais, c'est ça, parce que c'est ce que je vais vous demander. Vous avez commencé journaliste, comme vous l'avez dit. Ça a été quoi le déclic? Je sais qu'on est venu vous chercher, mais il y a eu un déclic. Oui, mais je pense que j'étais avant un acteur qui jouait journaliste. Hein, c'était vraiment le déclic, le vrai. Je pense que ma mère était un vrai côté artistique. Elle a chanté dans ses jeunes années, etc. Elle a toujours aimé ça. Elle avait beaucoup de références. Elle aimait les acteurs. Elle en parlait souvent. Donc peut-être qu'on s'est identifié à ça. Et je crois surtout qu'on a passé notre vie avec Gilles à regarder mon père, qui n'est plus depuis 13 ans maintenant, mais comme un héros de cinéma. Il y avait quelque chose de très aventuresque dans l'attitude de mon père. C'était un type absolument remarquable. Voilà. On va en parler de votre père. Ouais. On va en parler. Il est parti il y a 13 ans, en 2009. 2009. Et puis ça marque. Ah bah ça, oui. On y pense tous les jours. Tous les jours. Je dis souvent ça à des copains qui ont la chance d'avoir encore leurs parents, leur père. J'y profite vraiment parce que moi je donnerais n'importe quoi pour aller boire un café avec mon père. On va en parler. Et ça m'émeut, quelque part. Hein, parce que c'est vrai, quand on n'a plus son père... c'est un manque terrible. On n'a plus de marche arrière. Voilà. Alors vous aimez faire rire, et pourtant, comme vous l'avez dit, dans certains moments, pour beaucoup le rire est vulgaire. Y compris d'ailleurs au Molière et au César. Ah bah oui, c'est depuis la nuit des temps. Ouais. Il y a quelque chose de très français, pour le coup. Rire, c'est pas bien. Faut laisser ça à la masse. Faut laisser ça aux pauvres gens. Donc, alors que c'est... il n'y a rien de plus compliqué que de faire rire. Voilà. Notre métier, c'est faire très sérieusement des choses pas sérieuses. Mais quand on se met à faire rire, c'est sérieux. Voilà, on peut pas. Ça se joue sur des temps, sur des respirations. On peut rater un effet si on a mâché le mot, s'il n'est pas dit dans le bon tempo, etc., etc. Donc c'est une vraie discipline. C'est pas évident de faire rire. Mais c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile, et donc c'est un art à part entière. Et effectivement, c'est méprisé. Mais avec le temps, tous ceux qui font rire ou qui ont du succès méprisent de la même façon ces cérémonies-là. Donc, alors, ces cérémonies-là, les Molières, les Césars, qu'est-ce que vous en pensez? Rien, je pense que c'est ridicule. Vous préférez quoi, les Molières ou les Césars? Je préfère encore les Césars. Ouais, pourquoi? Parce que les Césars, il y a, je crois, une vraie participation du métier.
les Molières, ça reste à prouver. J'y crois pas. Il y a de l'entre-gens. Je pense, une cérémonie tronquée. Je pense que surtout, voilà, c'est des petits marquis qui se partagent des prix. Et qui en excluent certains. Et qui, évidemment, bien sûr. Parce qu'il faut trop rire. Oui, à titre de référence, Gad et moi, quand on a joué l'invitation. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, bien sûr. On a plus que rempli. Enfin, c'était même édifiant. Et on n'a même pas été cité, nommé. C'est-à-dire qu'on ne l'est pas, on peut tout admettre, mais on n'est même pas dans la liste des prétendants, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc, mais là-dedans, il n'y a aucune espèce d'aigreur. Vraiment, je m'en fous comme de l'an 40. Ça ne m'intéresse pas. J'ai en référence De Funès, etc., qu'on a décrié toute sa vie et à qui maintenant on monte des musées, parce que finalement, au bout du bout, et ça ne nous regarde pas, c'est le public, bien évidemment que c'est le public, qui décide. Qui dit, bien sûr. Qui valide ou pas, quoi. Qui valide ses idoles. Ouais. Et puis on parlait tout à l'heure de la télévision, pareil, c'est public. Bien sûr. Vous aimez chanter aussi, Philippe Lelouch. C'est quelque part aussi une passion chez vous, et d'où elle vous vient, si c'est une passion? Je sais pas. J'adore alors j'aime la chanson française. Je fais partie de ces vieux qui écoutent les paroles. Voilà. Donc quand tout d'un coup je suis fou d'admiration pour plein de chanteurs, des gens comme. Alors vous avez chanté. Bon, j'ai regardé. Vous avez notamment chanté Aznavour et Sinatra. Sinatra, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le swing, parce qu'il y a quelque chose de définitivement gay, il y a quelque chose d'intelligent, je sais pas, je sais plus qui disait, Pascal, je crois qu'il disait la musique c'est le bruit qui pense. Voilà, là c'est du bruit qui pense bien. Vous seriez capable de nous chanter quelques notes d'Aznavour? Les emmerdes, vous aimez cette chanson? Oui, je l'aime bien, sans musique comme ça c'est quasiment impossible, mais c'est une chose, en plus elle dit des choses, cette chanson-là. C'est pour ça, elle les emmerde. Ouais. Elle dit les amours, surtout les amis, et que à la fin tu fais non, mais sans musique ça n'a pas grand intérêt, mais je parce d'ailleurs Aznavour aussi, au départ on l'a méprisé. Tellement. Et il est mort en monument de la chanson française. Mais évidemment, parce que c'en est un. Ouais. Donc on parle de ça, on parle Sinatra pareil. Et Sinatra évidemment. Ouais. Alors est-ce qu'il y a des auteurs, des pièces et des personnages que vous avez aimés plus que d'autres? Je crois que j'ai aimé tous mes personnages, sinon on peut pas les jouer. Mais en fait, vous savez, moi, après, c'est une histoire de perception dans ce qu'on est acteur. Moi, je suis toujours très épaté quand j'entends des acteurs dire « je suis rentré dans le rôle ». Je sais pas bien ce que ça veut dire. C'est le rôle qui rentre en vous. Ouais. Et c'est facile, c'est rapide d'ailleurs? Oui, souvent. On a tous... je sais que vous voulez m'en parler tout à l'heure, mais quand j'ai mis en scène Éric Dupond-Moretti, il a dit un truc très très juste. Ouais. Il a dit, souvenez-vous, dans le spectacle, il dit, souvenez-vous que l'inhumain est humain. Ce qui est une grande... ce qu'on voit, vous êtes allé aux assises, le voir. C'est ce qu'on voit aux assises. Hein. Bon, et en fait, il a raison. Ce qu'on dit d'inhumain, c'est précisément fait par un humain. Donc, je pense qu'on a tous en nous une myriade de sentiments, des plus beaux aux plus dégueulasses, et qu'il faut aller les chercher quand on nous demande de jouer tel ou tel personnage. Mais je crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit à ce point-là étranger, au point qu'on puisse avoir besoin de rentrer dans le rôle et d'aller chercher. Non, il faut aller chercher en soi ce qui ressemble au personnage qu'on vous demande de jouer. Et alors, vous avez parlé de votre père tout à l'heure, on va en reparler, mais il y a sans doute d'autres personnes aussi qui ont marqué votre vie, votre parcours. Il y en a des centaines qui ont marqué ma vie, des plus anonymes au plus prestigieux, mais oui, vous voulez parler des modèles que je pouvais avoir? Oui. Oui, alors dans les modèles d'acteurs, évidemment Jean-Paul Belmondo, que j'ai eu la chance d'avoir comme ami dans les dernières années de sa vie, très ami même. Et après, il y a des Lino Ventura. Mais je vais prendre que des exemples de vieux, parce que ça y est, je commence à être un vieil acteur moi-même. Donc les années passent. Hein. Les années passent, et que mes références d'acteurs, c'est ceux qu'on a vus mômes. Mais de plus proche de nous, je l'ai dit souvent, parce que j'ai la chance que ce soit devenu des copains, mais Richard Berry... Gérard Darmon, etc. Ouais. C'est des mecs qui... Bruel, tout ça. Bruel, justement. Alors, Bruel... votre imitation de Patrick Bruel, parce que vous êtes aussi un humoriste, un imitateur quelque part, ça a eu beaucoup de succès. Comment il parle? Patrick, c'est pas quand il parle, c'est quand il chante. Alors, et Patrick lui-même trouve que c'est pas si mal. Alors, vous voulez absolument me faire chanter aujourd'hui. C'est marrant, ça s'appelle Les Enfants de la République et il veut me faire chanter. Mais il a une cassure de voix quand il commence à chanter qui est très symptomatique. Donc c'est quelque chose dans le genre le soleil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps.
oui, voilà. oui, c'est ça. Donc il y a un truc, voilà. Ah, il y a un truc chez vous, là. Voilà, bah il y a un truc d'admiration. D'admiration. Il y en a d'autres comme ça? Ouais, j'ai d'admiration pour plein de gens, ouais. Et il y en a que vous détestez ou pas? Bien sûr on a toujours des copains et ceux qu'on aime moins. C'est comme dans une famille. C'est celui qui me dit j'aime toute ma famille, c'est pas vrai. Il y en a avec qui il a le plus d'affinité. Le show business étant une grande famille. Une grande famille, là, ça devient compliqué. Il y en a qu'on adore et d'autres qu'on n'aime pas. Et il y en a ceux que vous n'aimez pas. Quoi, vous voulez un nom? Luc Besson. Luc Besson, pourquoi? Parce que c'est un type qui est un escroc au sentiment et que j'ai fait des films avec lui et que ça s'est très mal passé. Ah ouais? Et que c'est pas un type. Et il y en a d'autres comme ça? Sûrement, mais qui ne méritent pas d'être signifiés. Mais ceux que vous aimez beaucoup, donc c'est ceux que vous avez cités, il y en a d'autres. Il y en a plein. J'ai beaucoup de chance, il y a plus de gens que j'aime que de gens que je n'aime pas. Alors, vous avez aussi un don pour raconter des histoires. Vous avez quelques-unes en tête, par exemple, celui qui a transformé... Ah oui, mais ça, c'est des histoires qu'on raconte chez Hanouna. Ouais. Il veut absolument me faire un show aujourd'hui. Non, mais il y a des histoires juives aussi, hein. Bah oui. Parce que l'humour juif, c'est aussi quelque part votre truc. Ou un truc. Je pense que, en fait, c'est ce qui a sauvé... c'est ce qui nous sauve depuis des années, c'est l'humour. Ouais. C'est-à-dire que si vous regardez bien, les 3/4 des blagues juives sont finalement des blagues antisémites. C'est-à-dire qu'on se moque des antisémites et de nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a quelque chose là-dedans que je trouve absolument grandiose. C'est pour ça quand il y a des gens qui disent cette histoire elle est antisémite, ben forcément, on a repris, ils ont repris nos aïeux les arguments des antisémites pour se faire rire. Ce que je trouve être le sommet de l'autodérision. Ce qu'on dit souvent, c'est que une blague juive est antisémite quand elle est racontée par... Non, ça je suis pas d'accord. Elle est bonne ou elle est pas bonne. Vous en avez en tête ou pas? Pas tout de suite là, mais ça va venir. Ouais. J'ai entendu l'histoire du rabbin et du curé au restaurant, par exemple. Ouais, mais vous la connaissez, elle est sur YouTube. Non, mais les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ils connaissent peut-être pas. Non, il faudrait en trouver une plus courte. Allez-y. C'est un juif qui marche dans la rue, il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, il se retourne, il fait qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, on me doit de l'argent. Hein. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Voilà, j'aime bien les histoires juives, mais j'aime bien les histoires. Qui signifient quelque chose, quand même. Quelque chose. Et il y en a d'autres comme ça? Ouais, j'en ai sûrement. Allez-y. Non, mais elles viendront. C'est pas sur commande. Hein. Bon, alors elles viendront. Alors, vous animez aussi Top Gear, on dit Top Gear, Top Gear France, une émission sur les voitures qui cartonne. Ouais. Sur RMC Découverte. Vous attendiez pas à ce qu'elle cartonne comme ça. Et d'ailleurs, la direction de RMC Découverte non plus. Non. Ça a été une surprise, une grande surprise. Bah, ça a été leur bonne surprise, mais c'était peut-être un coup très malin d'Alain Veil qui dirige cette chaîne. C'est que quand il a monté RMC Découverte, il s'est dit, bon, comment je vais faire connaître la chaîne? Et il a regardé quelle était l'émission la plus célèbre dans le monde, et c'était Top Gear UK, en Angleterre. Et il s'est dit, je vais en faire une version française. Et puis, et ça va, non, si ça marche, ça va faire connaître la chaîne. Voilà, c'est lui, l'intelligence de ce projet-là. Et ça a marché, oui, puisque la première diffusion, on était, j'avais vu ma marionnette au Guignol de l'Info, ce qui était déjà en disant ce soir Top Gear. Alors je me disais merde, sur RMC Découverte, c'est incroyable. Et puis ça a fait 1 million de spectateurs le premier jour, ouais. Et ça continue. Donc, et ça continue, ouais. Et vous êtes un dingue de bagnole? Je suis un dingue de... Enfin, oui, comme les hommes en général, quoi. Hein. C'est-à-dire, j'aime bien les voitures, mais je suis pas par rapport aux deux copains qui m'accompagnent, Sertone et Bruce Jouani, j'y connais rien. Eux, c'est vraiment des bestias. Moi, j'aime quand c'est beau, quand ça va vite, tout ça, mais je sais pas changer une roue. Vous êtes voiture française ou étrangère? C'est compliqué de voiture française. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus. Enfin, vous avez quoi comme voiture? J'ai une Porsche. Voilà. Ouais. Mais parce qu'on a laissé le réseau des belles voitures aux étrangers. Ouais. Mais comme on fait souvent, il y a plein de trucs qu'on laisse faire comme ça par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Quoi par exemple, en dehors des voitures? Bah les comédies musicales par exemple. Ah oui. Il y a plein de choses qu'on dit on va pas savoir le faire, alors qu'on pourrait très 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 bien le faire. On revient aux bagnoles, aux voitures, pardon. Et votre émission, elle crée des jalousies. J'ai vu des mots très durs sur vous de Dominique Chapat. Ah oui, mais ça. Hein, mais quand on réussit, on fait des jaloux. Ouais, puis c'était. Ouais, moi, je pense que c'est un brave type. Je le connais pas, mais j'ai plutôt. On est venu marcher sur ses plates-bandes. Voilà, à un moment, le mec défend on reste des commerçants. Hein. Il défend sa boutique, quoi. Bah, il n'a pas envie de voir de concurrents, mais c'est passé déjà. Maintenant, c'est fini tout ça. Alors, la boutique, quelque part, la boutique politique. Philippe Lelouch, comme beaucoup d'artistes, vous avez refusé de soutenir un candidat à la dernière présidentielle. Pourquoi? C'est par peur du bashing sur les réseaux sociaux? Non, alors je vais vous répondre à une question, cette question tout de suite. J'ai peur de rien, sauf de Dieu, de la maladie et de la mort. Ah oui. Voilà. Le reste, j'ai peur de rien. C'est pas, mais il me semble que ça n'est pas notre rôle
de dire aux gens comme ils doivent penser. Voilà. Si spontanément, dans une conversation, vous dites « je vote pour machin », ça doit engager que vous. Mais déjà, c'est dire à celui qui ne vote pas pour vous, parce que c'est le principe, qui ne vote pas comme vous, pardon, c'est de lui dire tu as tort. Moi, je suis pour la conversation et le débat républicain, donc je suis pour que toutes les opinions s'expriment. Mais il me semble que moi, je suis là pour faire rire, ou pour amuser, ou pour détendre, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, mais certainement pas pour faire la leçon, et encore moins sur la politique, parce que pour ça, faut être très très sûr de soi, hein, pour être sûr d'indiquer le bon choix aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai pas cette certitude-là. Il n'y a pas quelque part la crainte, pas la peur, la crainte, en tout cas, de perdre son public quand on expose ses idées? Non, alors ce qui est sûr, c'est que c'est dangereux. Ouais. Tous ceux qui s'y amusent peuvent le traîner. Je vais même vous répondre plutôt ceux de droite. Ceux de gauche sont relativement peinards. C'est-à-dire que les gens de droite sont beaucoup plus tolérants avec la gauche que la gauche avec la droite. Vous êtes plutôt de droite? Je pense que je serais plutôt de droite, oui, aujourd'hui. Mais vous êtes plutôt Macron, d'après ce que j'ai compris. Je le déteste pas, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Mais je détestais pas. Je déteste personne. À part Hidalgo. Voilà. Oui, vous dites beaucoup de mal d'elle. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle le mérite. Parce qu'elle nous fait beaucoup de mal. Ouais. Et qu'à un moment, je me dis combien de temps on va supporter ça. Je trouve ça même aberrant. J'ai demandé à plusieurs reprises combien Paris est endetté, combien elle l'a endetté. Ce qu'elle a fait de Paris, c'est innommable. Voilà, donc à partir de là, si les gens continuent à ne rien dire, il y a une espèce de stratégie comme ça d'extermination de tout ce qui ne pense pas comme elle, que là je trouve fascisante et que je déteste. Fascisante, Hidalgo? Ah oui, je pense, oui. Et entre Macron et Le Pen, vous avez choisi de toute façon? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, là c'est un faux débat. Frédéric, quel est le juif qui se sent pas concerné quand on parle de Le Pen? Je sais pas. Voilà, non, il y a quelque chose. Zemmour, peut-être. Oui, Zemmour qui défend Pétain, c'est celui-là dont on parle. Ouais. Voilà, ça moi, vous a choqué, ça terriblement. Même si je veux pas vraiment parler de politique. Non, mais terriblement. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Voilà. Je pense que Pétain, à aucun endroit est défendable, peu importe cette histoire de espèce d'image entre De Gaulle serait l'épée et le glaive et Pétain le bouclier. Je veux pas du tout entendre parler de ça. C'est une façon de revisiter l'histoire qui me dérange, même si probablement il y a de bons arguments là-dedans. Mais il s'agit pas de toucher à ça. Au même titre que j'ai des fixations comme ça, au même titre que je ne lirai pas Céline, même si je passe à côté de Voyage au bout de la nuit, je lirai pas un enfoiré d'antisémite. Jamais. Voilà. Je différencie pas l'artiste de l'homme. Il y a une polémique autour du prix Nobel de littérature Annie Lervaux. Oui, je la connais pas, la polémique. Bref, alors, et je suppose aussi que vous vous intéressez à l'actualité, Philippe Lelouch. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant les images et les ravages de la guerre de Poutine en Ukraine? Alors, je suis très embêté avec cette histoire, parce que, évidemment, je ne défends pas la guerre, ni les va-t-en-guerre, etc. Je suis toujours, au départ, j'étais très embêté par cette vision manichéenne du conflit. C'est-à-dire d'un côté le méchant et de l'autre côté les bons. Voilà, il y a eu un agresseur. Oui, il y a eu un agresseur, mais je crois savoir pouvoir discuter avec des Russes. Prenez bien mes propos avec tout ce qu'il y a de prudence et je ne connais pas bien le débat. Je dis juste qu'en général, il faut être deux pour danser le tango et que, d'après ce que je comprends des Russes, les Ukrainiens n'y ont pas été de main morte sur les provocations depuis de nombreuses années. Ce qui, en aucun cas, ne peut autoriser à déclencher une guerre, à mon avis. Donc cette guerre, je la trouve absolument épouvantable. Les Ukrainiens ont bien raison de se défendre, ils sont chez eux. Tout ça, et Poutine est probablement un dingue. Mais il ne faut pas chatouiller les dingues. Et on le chatouille depuis trop longtemps, à mon sens. Et alors, l'actualité de ces derniers jours, c'est le prix Nobel de la paix décerné à un militant biélorusse, Ales Bialatsky, qui milite pour la liberté et quelque part contre Poutine, à l'ONG russe Mémorial et au Centre des libertés civiles ukrainiens. Donc ça a été décerné vendredi. Oui, Nobel. Oui, non, mais tout le monde y voit une marque de courage de ce lauréat du prix Nobel. Oui, non, mais il y a évidemment un pays qui est occupé, enfin qui est envahi au XXIe siècle. Ça paraît complètement dingue. On est chez les fous. Que la guerre, qu'il ait fait la guerre est dingue. Je suis très inquiet en ce moment parce que il y a quelque chose qui me rappelle le traité de Versailles. Il se sent humilié. Et il faut faire très attention à ne pas l'humilier, non pas pour le protéger ou pour ne pas heurter sa sensibilité, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'un dingue humilié est capable de faire après. Voilà. Donc je pense qu'il faut être excessivement prudent et qu'il faut rappeler à la raison tout ça. Voilà.
Alors, autre sujet d'actualité, la révolte des femmes iraniennes contre le voile et contre le régime islamique. C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux, puis c'est surtout les lycéennes et tout ça, c'est quelque chose. Qui vont jusqu'à perdre leur vie. Oui, non, c'est quand la foule, les gens sont capables d'un courage tellement fou. Voilà, et d'ailleurs, je sais que vous aimez le sport et le football. Quand vous voyez ces joueurs de l'équipe iranienne de football revêtir un sweatshirt ou un gilet noir au début d'un match contre, je crois, la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est magnifique. Il y a un élan qui, à mon avis, voilà, on est en train de vivre un moment historique. Quoi qu'il arrive, cette phase de l'histoire-là, on ne sait pas si ça va déboucher dans 2 semaines, dans 2 ans. Dieu seul le sait sur quelque chose, mais ça va déboucher sur quelque chose. Et quoi qu'il arrive, c'est historique. Mais quand tout à coup les gens, voilà, c'est même toute la folie du monde. Ici, on se bat pour qu'on puisse le porter. Le voile. Voilà, et là-bas, on parle du voile, on est d'accord. On parle du voile, et là-bas, ils se battent pour avoir le droit de ne plus le mettre. C'est-à-dire que c'est là où on rentre dans un truc qui est complètement kafkaïen. Quelque part, vous dites, chercher l'erreur. Ah ben, tout le monde dit chercher l'erreur. Mais la véritable erreur, c'est de considérer, pour moi, c'est de bafouer la liberté. Voilà. Et est-ce que vous vous sentez concerné par l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, par la cause arménienne quelque part? En fait, je pars du principe qu'il est absolument interdit à un juif de pouvoir être raciste, voilà, et de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, soutenir une quelconque agression. Voilà. On a ce devoir-là, c'est chiant, hein, parce que des fois on aurait presque envie, hein, vous voyez ce que je veux dire. On aurait envie de dire, ils font chier, ils font chier. Non, on n'a pas le droit. Donc l'Arménie. L'Arménie, évidemment. Le génocide arménien. Qui n'a jamais été reconnu. On sait ce que les Turcs ont fait aux Arméniens. Par Israël, hein. Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'ai vous vous souvenez, en vérité, si je mens, ils disaient, mais les Arméniens, ils disent pareil. Voilà, bon, on se ressemble beaucoup, c'est 2 peuples qui se ressemblent énormément. Le peuple arménien et le peuple juif, il y a des similitudes. Il y a beaucoup. On est cousins, quelque part. Oui, je pense. Cousins dans le désespoir, cousins dans... Mais je pense, Frédéric, qu'on est cousins de toute on est obligé, après ce qu'on a vécu, d'être cousins de toute la race humaine. C'est-à-dire que je ne peux pas considérer qu'un juif s'autorise le droit de penser raciste. Voilà, c'est un devoir que nous avons, c'est d'être solidaire de tous ceux qu'on agresse et d'être toujours du côté du plus faible. Voilà, en tout cas, moi, c'est le choix que je ferai toute ma vie. Et donc, quelque part, du côté des avocats, de la justice. Ah ben, heureusement. Et vous savez pourquoi je vous parle ça? Pour parler de votre ami Éric Dupond-Moretti, qui fait partie de vos amis. Vous êtes allé voir plaider aux assises et vous l'avez mise en scène au théâtre. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un avocat, un artiste et un homme politique, puisque Dupond-Moretti, si l'on peut dire, a joué ces 3 rôles? Oui, alors moi je vois Éric, je le connais suffisamment pour vous dire que c'est pas un homme politique. C'est un homme de justice. Voilà, je l'ai vu à maintes reprises en tant qu'ami se révolter contre la moindre des injustices, mais du contrôleur qui s'en prend des SNCF qui va s'en prendre à un type sans billet avec un peu trop de zèle, jusqu'à la grande cause. C'est quelqu'un qui est profondément épris de justice et qui a pris son rôle. Alors évidemment, ceux qui ne l'aiment pas, ce qui est d'ailleurs incroyable, moi je l'ai vu au théâtre, c'est phénoménal ce qui se passe. Au théâtre, c'est une star nationale, c'est-à-dire qu'il remplit les salles, les gens l'applaudissent debout, il devient politique, il perd 50% des gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure, il rentre dans la politique, en tout cas, non pas dans la politique, parce que c'est une erreur de dire il rentre dans la politique, il rentre au gouvernement, quelque part au service des Français. Au service des Français. Et immédiatement, il y a 50%, ou je ne sais pas combien, j'espère moins, qui se désolidarisent de lui, qui ne l'aiment plus. Il n'a pas commencé encore. C'est la logique politique. C'est la logique politique. Bon, c'est bien dommage. Parce que la logique, il n'est pas rentré dans un parti, il est rentré comme garde des Sceaux, c'est-à-dire dans un truc dans lequel il est parfaitement légitime et qu'il connaît bien. Et ça vous a surpris qu'il devienne ministre ou pas ? Vous attendiez pas ça? Il court pas après les honneurs, il a jamais couru après. Je pense que cette fonction-là, elle est irrefusable. Je connais pas quelqu'un, en fait, qui serait pas sensible à ce genre de demande quand elle vient d'un président de la République, en disant, en plus dans son domaine. Si demain il était ministre de l'Éducation nationale, je pourrais vous dire, bon, c'est chelou. Mais là il est parfaitement légitime pour faire ça. Et puis c'est un immense avocat et un être humain extraordinaire. Et comment a débuté votre amitié? Comment elle s'est poursuivie? Sur un tournage, on s'était croisés par des amis communs, mais sur le tournage de Claude Lelouch, Chacun sa vie, où on s'était rencontrés, on est devenus copains à ce moment-là. Et on a mis des années à devenir amis. Alors, vous êtes devenus amis, vous êtes amis, et puis devenu garde des Sceaux.
Éric Dupond-Moretti est donc resté votre ami et vous a même pris sa défense sur Twitter, c'était en juillet dernier, après les attaques dont il a fait l'objet, venant notamment de l'islamo-complotiste Hicham Hamza. Et donc c'était après avoir dénoncé la résolution de la NUPES assimilant Israël à un pays d'apartheid. En clair, vous avez réagi au quart de tour, vous réagissez plutôt au quart de tour quand on attaque les Juifs, Israël ou vos amis. Ouais, hein voilà. C'est ça ? Ce qui sensiblement est la même chose. Ouais. Et ma famille. Mais oui, mais je pense qu'on est... Enfin, j'ose espérer que tous les Juifs de la diaspora sont un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, je suis né en Israël. On va en parler. Mais je suis français. C'est ce pays qui me donne tout et qui m'a tout donné et que j'aime profondément. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Voilà. Mais dès qu'on attaque Israël, je sais ce qui on attaque derrière ça. Alors, le tweet d'Hicham Hamza, on va le citer. Pour saisir le degré de soumission du ministre Dupond-Moretti, c'est lui qui parle, il faut savoir que ce serviteur zélé du CRIF, odieux dans ses amalgames, a joué une pièce de théâtre jusqu'en Israël qui fut mise en scène par son pote, le franco-israélien très dévoué à Israël, il parle de vous. Et vous lui répondez, le franco-français Philippe Lelouch, né en Israël, est fier d'être juif et au moins autant fier d'être l'ami d'un ministre courageux, Éric Dupond-Moretti, qui met des mots sur les mots, M-O-T-S, M-A-U-X, t'emmerde au même niveau que la connerie de ton tweet. Vous assumez ? Ah, complètement. Alors, complètement. Il faut tout me dire sauf ça. Voilà. Sauf sale juif, en l'occurrence. Quelque part, ça veut dire sale juif ? Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Puis d'abord, il a jamais été joué en Israël, donc il raconte n'importe quoi. Et franco-israélien, non. Français, à ma connaissance, j'ai pas de 2 passeports, j'en ai qu'un. Et si j'en avais 2, je l'emmerde tout autant. Voilà. Passeport français ou passeport israélien. Ah non, mais voilà. c'est... Et alors, justement, votre parcours. Retour sur votre parcours, Philippe Lelouch, père originaire d'Algérie, mère bretonne. Vous êtes né en 1966, un an avant la guerre des 6 jours, à Tel HaShomer, en Israël. Quel lien vous avez gardé avec Israël ? Est-ce que vous y retournez ? J'ai pas beaucoup. J'y vais de temps en temps, j'y ai de la famille, mais c'est très bizarre le rapport que j'ai avec Israël. C'est un pays auquel forcément qui m'a vu naître. Vous êtes resté quelques mois en Israël ? Quelques mois, oui. Mes parents n'ont pas été très heureux. Je crois qu'Israël, à cette époque-là, c'était très compliqué. Je pense que c'est toujours compliqué, mais pour d'autres raisons. À aucun moment, je peux vous dire que quand je vais en Israël, je me sens à la maison. C'est pas vrai. La maison, c'est ici. Voilà. Maintenant, j'ai un attachement qui est évident. Je suis complètement pour l'existence de ce peuple et jusqu'à la fin des temps, complètement sioniste. Voilà, j'ai aucun doute avec ça. C'est quoi être sioniste pour vous ? C'est reconnaître l'État d'Israël comme la terre des Juifs. Point. Voilà. C'est parce que certains font la confusion entre reconnaître qu'Israël est la patrie du peuple juif et défendre la politique israélienne, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Je la défends pas, je la connais pas. Je suis très mal placé pour parler de ça. Je pense pas qu'on fasse que des choses bien, que les Israéliens fassent que les choses bien. Je crois pas ça du tout. Je crois pas qu'il y a les saints d'un côté. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas quand on parle d'Israël-Palestine, c'est exactement l'Ukraine et la Russie. D'abord, je n'y suis pas. Je crois pas que ce soit les méchants palestiniens et les gentils juifs. Je crois pas ça non plus. Bon bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur. Je pense qu'il faut à chaque fois, c'est les Américains, it takes two de tango, faut être 2 pour jouer le tango, et 2 pour faire la paix. Et 2 pour faire la paix, voilà. Et que partant, maintenant il y en a toujours un qui a le plus mauvais. Mais ça après, selon où on se place, on va trouver qu'il y en a un qui a le plus mauvais rôle que l'autre. Là évidemment, pour ne pas mélanger les sujets, il est évident que je tiens à revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que Poutine n'a pas le bon rôle. À aucun moment, j'espère que vous avez compris, Frédéric, que je défendais ce type-là qui est absolument indéfendable. Je dis juste qu'on l'a un peu trop chatouillé, voilà. Alors en 2012, d'abord, vous êtes fier d'être juif, oui, bien sûr, français, né en Israël. Oui. Quelque part, ça, c'est en vous, quoi. Je suis au même titre que je me sens breton quand je vais dans le pays originaire de ma mère. Eh ben, c'est de ça dont je voulais vous parler. 2012, vous racontez un pan de l'histoire de votre famille dans votre film Nos plus belles vacances, un film tourné en Bretagne, donc région de naissance de votre mère. Et vous avez dit avoir pris conscience que toutes les personnes représentées dans ce film sont mortes depuis de nombreuses années, dont notamment d'ailleurs votre père. Dont mon père, ça vous a rendu heureux de faire ce film ? Et de le faire. Ça m'a permis de faire mon deuil. Oui. C'est-à-dire que j'avais perdu mon papa 1 an avant, quelque chose comme ça. J'avais commencé à écrire ce film quand j'ai su qu'il était malade. Comme j'étais ni Dieu ni médecin, je lui avais dit, écoute,
il y a un film où Gilles et moi, on sera dedans. Alors, on n'a pas joué tous les deux dedans, mais Gilles a fait la voix off, et moi, j'ai joué le rôle. Et j'ai essayé de le faire tenir comme ça, quoi. Bon, malheureusement, ça n'a pas tenu. Mais comme c'est arrivé très peu de temps après, en jouant mon père, c'est quand même très, très étrange. Et en jouant, et en plus, mon fils jouait mon frère. Enfin, tout ça il y avait un mélange des genres, là, qui était assez curieux, mais ça m'a permis peut-être de lui dire au revoir en l'interprétant, peut-être. Parce que je dis bien au revoir, pas adieu. Et alors, on va reparler de ça, de vos liens familiaux. C'est un plus, Philippe Lelouch, d'être, comme l'avait dit un jour Nicolas Sarkozy, un Français au sang mêlé. Bon, je pense que d'être un sang mêlé, c'est vachement bien. Ouais. Parce qu'on connaît les défauts et les qualités des deux côtés. Je pense c'est ce qu'on appelle les fins de race, c'est terrible, hein, c'est le même sang tout le temps. Hein. En général, ça fait pas des gens très équilibrés. Hein. Breton. Donc, juif, c'est juif breton. Ouais, pas juif, c'est une religion. Ouais. C'est d'Algérie, puisqu'il était français d'Algérie et breton. Oui, je vous dis, c'est riche en culture parce qu'on est obligé de s'intéresser un peu à tout. Et moi j'aime bien ça en fait, j'aime bien qu'on être tiré vers le haut et d'aller parler. Regardez, on parlait d'Éric Dupond-Moretti, il est italo-français. Voilà, j'adore l'entendre parler italien, j'adore quand il bouffe des pâtes parce que je sais qu'elles sont bonnes. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça j'aime plutôt bien les mélanges des cultures, ça fait des gens intéressants en général. Votre mère et votre père, ils ont dit quoi quand ils ont vu que vous deveniez saltimbanque, pardon? Mon père, ça le réjouissait pas, parce qu'on était deux, hein, en plus. Donc, ses deux fils faire ça, il avait peur qu'on finisse clochard. Il avait pas tort. Donc, il a beaucoup lutté. Et votre mère qui a été quelque part artiste? Oui. Non, ça l'a dérangé. Elle était assez convaincue qu'on y arriverait. Heureusement, mon père, avant de partir, nous a vus. Voilà. Parce que c'était. Vous avez vu? Arriver, oui, si tant est qu'on soit arrivé, mais nous a vus à l'affiche en tout cas, ce qui est déjà pas mal. Alors donc, on le rappelle, vous êtes né en Israël au milieu des années 60, et pourtant, c'était pas fréquent pour un juif d'Algérie comme votre père de choisir Israël après 62. Parlez-nous de votre père alors. Que vous a-t-il transmis? Qui était-il? Qu'est-ce qu'il vous a appris? C'était un homme, voilà, un mensch, un vrai, voilà, qui savait tenir parole, qui était un type aux valeurs absolument remarquables. Donc il nous a donné ça, savoir serrer une main sans reculer, savoir tenir parole, savoir avoir la volonté des choses. Il avait une phrase géniale toujours, il me disait « Le non, tu l'as déjà, va chercher le oui ». Voilà, ce qui m'a servi, qui me sert au quotidien. Voilà, c'est tellement valable dans tout. C'est un type qui était brillant de curiosité. Il était curieux de tout, donc tout l'intéressait. Voilà, il était complètement impulsif, des fois bagarreur. Voilà, il y avait quelque chose. C'est difficile de décrire un homme qu'on attend. Enfin, en tout cas, c'était mon héros. Et alors, l'héritage pied noir, l'héritage juif algérien de votre père, ça compte pour vous? Oh bah oui, terriblement. Ouais. D'abord, quand on peut s'emporter sur n'importe quoi, c'est quand même un truc des très très juifs d'Algérie, ça, les montées de nerfs. L'impulsivité, ou c'est un peu méditerranéen. Méditerranéen, mais enfin, j'ai l'impression que de toute façon, on est un peu fou, hein. Tous les Juifs d'Afrique du Nord, là, on a un air en trop, hein. Faut s'en rendre compte. Vous avez vu les crises de colère, mais qui sont des crises de colère à la hauteur de la redescente, c'est-à-dire que ça monte aussi vite que ça redescend. C'est souvent des gens généreux. Voilà, qui dans le partage, dans le rire, le rire était très important. Mon père adorait rire, voilà, mais il était très sérieux en même temps. Enfin, c'était un homme, quoi. Il était là, c'était une image forte. Vous croyez en Dieu d'ailleurs? Oui. Oui. Vous allez à la synagogue? Oui, genre on en sort là, on est juste après Kippour. Hein. Ouais. Oui, alors je suis pas, vous avez bien compris que j'étais loin d'être un rabbin. Hein. Il y a plein de choses que je fais que je devrais pas faire. Hein. Je suis pas chômeur Shabbat. Mais il y a des fêtes comme ça que je rate pas. Pessah, Rosh Hashanah, Kippour. C'est à peu près les trois que je fais. Hein. C'est un peu ce qui se passe pour cette année. J'ai pris mon bateau à la mauvaise période là, au mois d'août. Je le ferai plus. Voilà. Par exemple, ça, je me suis dit, tiens, c'est pas pour rien. Voilà, il y a des trucs comme ça. Au moment du jeûne. Je sais plus comment s'appelle cette période. Vous êtes un
Lui non plus, il sait pas. Putain, je me dis, les journalistes sur Radio J, il va savoir, il sait rien du tout. Ok, d'accord. Et alors, en 2008, vous publiez au Cherche Midi, j'en ai marre d'être juif, Ouais. j'ai envie d'arrêter. C'est un concentré d'humour juif à la sauce un peu très piquant d'ailleurs, qui commence ainsi. Je vais vous faire une confidence. Je sais si vous en êtes rendu compte, je suis juif. Et j'en ai ras-le-bol d'être juif, j'aurais envie d'arrêter, c'est trop de pression. C'est du premier, du deuxième ou du troisième C'est degré. tout ça en même temps. Ouais. C'était un bouquin qui naïvement, j'ai espéré, contrait les arguments antisémites. Voilà, je me suis rendu compte que je ne réunissais pas. J'ai eu des courriers, j'en ai vendu beaucoup, mais j'ai eu des courriers absolument dingues. J'ai un courrier d'un juif qui m'a dit bah, c'est ta honte, t'as qu'à arrêter tout de suite, barre-toi. Je lui dis merde, il a pas compris. Et un antisémite qui a dit on a bien compris que c'était un argument de plus pour faire vendre. Bon, Pour faire du donc fric. en fait, on ne changera jamais ça. Il faut se faire une raison. Mais toujours est-il que je me suis amusé à faire ça. Non, mais parce que c'est vrai, il y avait des condamnés. Quand j'ai écrit ce bouquin, j'étais moins connu que maintenant. 2008, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était étonnant parce que je disais putain, tous les juifs réussissent sauf moi, quoi. C'est-à-dire que et je me suis dit qu'il doit y avoir plein de juifs qui pensent ça, ce qui doit être épouvantable. C'est-à-dire en prenant au premier degré l'argument antisémite, c'est d'arriver à se dire tous les juifs réussissent et moi j'y arrive pas. Alors justement, vous avez fait une allusion aux principaux clichés sur les juifs, autour des juifs et la réussite, juifs et la famille, juifs et la paranoïa, juifs et l'argent, juifs et le communautarisme, et même juifs et les antisémites. Justement, les juifs et la réussite, c'est important? Ça compte? Mais je crois, moi, c'est un cliché antisémite. Vous allez me trouver. Bon, évidemment que c'est un cliché antisémite. Et je crois que si tant est qu'on attribue une réussite aux juifs qui existe parfois, je pense juste que c'est pour nous faire aimer. Donc, vous voyez, c'est peut-être un grand naïf, mais je pense qu'il y a tellement eu de souffrances liées à l'antisémitisme que souvent le juif, va prendre un métier visible qui montre aux gens qu'il est aimable. Donc c'est Philippe Lelouch. Par exemple. Mais c'est les médecins, les dentistes, les avocats. Regardez bien les métiers choisis. C'est des métiers d'aide. C'est très curieux. C'est des métiers où on veut aider les autres. Juste pour dire, regardez, je suis gentil, je vous aide. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me paraît être juste. Mais peut-être que c'est naïf. Les juifs et la famille, c'est quoi? Ah bah les juifs et la famille. Mais parce que comme toutes les communautés, on est... Puis elle est forte. C'est fort, les familles juives. On peut dire ce qu'on veut. Voilà, dans une église, on parle silencieusement. Dans une synagogue, on hurle. Il y a quand même... j'ai jamais vu un curé, moi, qui fait ça sur la table pendant les prières. Voilà. Dans toutes les synagogues où je vais, il y a un rabbin qui fait ça, parce qu'on s'entend plus. Bon, bah juste ça, c'est merveilleux. Y compris le jour de Kippour. Mais y compris le jour de Kippour, y compris tout. Il y a quelque chose de tellement festif, de tellement généreux, que voilà. Les juifs et la famille, on peut parler de votre frère Pierre, et aussi de Claude Lelouch. De Pierre, Gilles, vous voulez dire. Gilles, je sais pas pourquoi je dis Pierre. Non, c'en est un autre encore, celui-là. Ouais. Pourquoi je dis Pierre? Ouais. Gilles, pardon. Et on vous a souvent pris pour le fils de Claude Lelouch. Alors, ce qui est vrai, parce que notre père s'appelait Claude, et puis j'ai eu la chance de faire les 3 derniers films de Claude, et on s'entend merveilleusement bien. C'était un de mes rêves, d'ailleurs, de tourner avec lui. Les juifs et la paranoïa, c'est fréquent? Vous êtes un parano? Non, mais on l'est beaucoup. Il y a quand même il y a des antisémites, c'est indéniable, mais il y a aussi des juifs qui voient des antisémites partout. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Et il y en a pas partout. Voilà, il y a plein de gens. Mais vous savez ce qui m'a à Yad Vashem, au musée de la déportation, j'ai été, je m'étais formaté pour ne pas pleurer, parce que je savais que ce que j'allais voir était épouvantable. J'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'à sortir de Yad Vashem, avec cette vision magnifique sur le mur des lamentations quand on sort du musée. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est tous les arbres plantés pour les justes français. Voilà. Et il y en a beaucoup, parce qu'on parle souvent de la collaboration française. Et la France, c'est les justes. Mais enfin, il y en a eu un paquet. Et quand on voit monsieur et madame 4550 justes en France. Voilà. Bon, bah, ça, c'est le vrai. Et quand dans sa famille, on a des gens qui ont été sauvés par les justes, on sait ce que c'est. Voilà. On est là grâce à eux. Donc voilà. Donc tout ça mérite juste raison. Et c'est pesant d'être juif et d'être surtout vu comme juif par les autres? Bon, je sais pas si... non, moi je pense qu'on est vu comme juif quand on le revendique. Moi, quand je rencontre des gens, ils me disent pas « Ah, t'es juif !» Non, à un moment, ça peut arriver dans les conversations, mais je crois pas qu'on ait vu... Il y a un truc qui était très antisémite, mais fait par des antisémites, qui a été supprimé d'Internet depuis, mais quand vous tapez votre nom, il y avait un moment Philippe Lelouch juif, voilà. Ça venait automatiquement. Ça, je crois que ça a été interdit, je sais pas, régulé, enfin... Mais je crois pas que les gens pensent comme ça, moi. Et c'est vrai que vous avez pensé un jour à quitter la France?
Oui, mais oui, enfin 5 minutes. Hein. 5 minutes en se disant, si c'est continué, l'antisémitisme, ça peut me faire quitter la France, c'est vrai? Ah bah ça, bien sûr. Bah, dis donc, oui, valait mieux le faire. Les pessimistes qui ont quitté l'Allemagne en 39, ils ont bien fait. Hein. Ou même en 33. Ou en 33, ouais, c'est ça. Et vous auriez pu faire ça, vous? J'en sais rien. Vous pourriez faire ça? En tout cas, il faudrait vraiment que ce soit à un niveau... J'aime vraiment profondément ce pays, moi. Alors justement, vous êtes un patriote, quelque part, Philippe Lelouch. Est-ce que vous comprenez ce France-bashing, ce dénigrement de la France? Non. Non. Parce qu'il y a plein de gens merveilleux en France. C'est un pays de cocagne. Mais c'est quand on voyage beaucoup qu'on s'en rend compte. Quand on va à l'étranger, très vite, normalement, on se rend compte que c'est bien, la France, c'est vachement bien, à tout point de vue. Ouais, j'ai un copain y compris le modèle social français. Hein. Ouais. Il y a des choses comme ça qu'il faudrait... Vous voyez, j'ai pensé à un truc la dernière fois, je devrais dire ça d'ailleurs au président de la République, mais qui se prend pour un autre. Mais il y a... quand on sort de l'hôpital, par exemple, on devrait nous donner la note. Elle est payée, hein, mais on devrait savoir combien ça coûte. Oui, parce que on sort, on ne sait pas. Hein. Parce que j'ai un copain qui était vivre à l'étranger comme ça, qui est venu faire accoucher sa femme en France. Quand il a reçu la note, il a compris combien ça coûtait à la Sécu. Et comme on trouve ça normal... Parce qu'on est élevé comme ça, il faudrait, même si c'est payé par l'État, qu'en sortant, quand on est à l'hôpital, on sait combien on a coûté. Et on se rendrait compte déjà là, comment c'est formidable de vivre en France. Mais pas, ça c'est c'est un détail, un gros détail, mais c'en est un. Et pas un point de détail. Pas un point de détail, non, pour reprendre une expression qui nous est chère. Non, c'est beau, c'est magnifique, on est protégé, c'est un pays merveilleux, la France. Donc vous êtes un Français heureux, un citoyen heureux. Ouais. Vous avez des regrets ou pas? On en a tous. Ouais. Des regrets. J'aurais dû pousser un peu plus les études encore. Il y a plein d'auteurs à côté desquels je suis passé. En tout cas, un Français heureux. Oui, très heureux. Pas vous? Si. Ah bah voilà. C'est pour ça que je vous pose la question. Merci en tout cas, avant de conclure, Philippe Lelouch, je rappelle que vous êtes à l'affiche du Théâtre de la Madeleine dans la pièce Le Tourbillon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.